Bonsoir et bienvenue dans Décodons l'éco. Ce soir, on va décoder ensemble les conséquences économiques du Covid-19 avec un chiffre pour commencer, environ 37 milliards de francs. C'est la perte estimée pour notre économie suite au mois de confinement que nous avons vécu. On comprend que c'est une grosse somme, mais qu'est-ce que cela signifie pour notre économie? Quelles seront les conséquences à plus long terme? Pour répondre à ces questions, je suis accompagnée de Samuel Gorouna. Bonsoir. Bonsoir. Tu es enseignant-chercheur en économie sur le campus de Baco à l'UNC, car cette émission est réalisée en partenariat avec l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors Samuel, on va commencer par une bonne nouvelle parce qu'on ne s'attend pas forcément à en entendre beaucoup dans cette émission. Oui, c'est vrai que l'économie a tourné au ralenti, donc forcément c'est plutôt des mauvaises nouvelles que l'on a, mais certains se sont adaptés, beaucoup de gens, y compris les étudiants, les professeurs, on a fait du télétravail, et donc il y a beaucoup d'entreprises grâce au numérique qui ont aussi maintenu l'activité et certaines ont augmenté, démultiplié leur activité durant ce moment de confinement. On verra un exemple concret au cours de l'émission, mais la tendance majoritaire, ce sont bien sûr les chiffres d'affaires en baisse. Certaines entreprises ont été très touchées. Oui, malheureusement, les entreprises ont été touchées, les ménages aussi, puisque quand vous êtes en chômage partiel, que votre activité est arrêtée, c'est sûr que vous avez beaucoup moins de revenus. Et donc, on va décoder ensemble comment est-ce qu'on peut relancer l'économie face à cette situation de crise. Et ta collègue Leïsa Roy viendra nous rejoindre tout à l'heure pour une revue de presse autour du monde. Et puis, on entend beaucoup parler du jour d'après, quand on parle du Covid-19, on entend que notre modèle économique devra changer pour laisser place. À quoi? On se projettera dans le futur à la fin de cette émission. Mais d'abord, chose promise, chose due, on commence cette émission avec un exemple positif. Avec le confinement, l'économie s'est un peu transformée en s'appuyant notamment sur le numérique. Certaines entreprises ont ainsi pu accélérer leur développement. C'est le cas de Allo Resto NC qui propose de faire le lien entre les restaurateurs et les clients pour des livraisons à domicile. Un reportage de Michel Pimbé. Du coup, là, je vais prendre le plat, je vais aller le mettre en glacière dans la voiture. On va aller faire une autre récupération et ensuite on va aller livrer les deux commandes. Commande, paiement, livraison. Chez Allo Resto, tout se fait par téléphone et ordinateur. Cette plateforme de livraison a commencé son activité il y a moins d'1 an. Un concept novateur qui a vu son activité multipliée par 3 pendant le mois de confinement. Et voilà. Super, au top. Oh, qu'est-ce qu'elle a fait pour ça? On n'est pas grave à côté. Très bonne journée. Yes, allez, bye bye. Allez, merci, bye bye. Ça pouvait être une petite vingtaine. Maintenant, on a doublé par jour. Donc c'est vrai qu'il y en a certains qui ont pris l'habitude de commander et qui, depuis justement le Covid-19, continuent justement de passer par nous pour se faire livrer directement leur repas à domicile. Une livraison coûte 650 francs dans un périmètre d'1 kilomètre entre le restaurant et le lieu de livraison. Au-delà, 60 francs sont à ajouter pour chaque kilomètre en plus. Cette fois-ci, c'est Annabelle qui a passé commande chez un restaurateur libanais. Oui, bonjour madame, c'est Allo Resto. Je vous appelle parce que je suis devant chez vous. D'accord, à tout de suite. Bonjour. Alors, voilà pour vous. Vous avez le montant 3418. C'est ça. Super, au top. Voilà. Parfait. Merci à vous. Alors, Allo Resto, c'est la première fois aujourd'hui, mais c'est vrai que depuis le Covid et le confinement, on a pris l'habitude de commander et de se faire livrer. Laurent est restaurateur à Ducos. Il a adhéré à ce mode de livraison dès les débuts du confinement. Grâce au Covid-19, ce restaurant a doublé son nombre de commandes, passant de 150 plats à 300 plats par jour via cette plateforme de livraison. Un partenariat gagnant-gagnant selon le propriétaire. Moi, je me suis mis en partenariat avec Allo Resto. 90% de nos commandes pendant la période de Covid-19 viennent d'Allo Resto. Donc, pratiquement toutes les commandes, 9 commandes sur 10 venaient d'Allo Resto. Et pour les 2 semaines suivantes, 8 à 7 sur 10. Et on a fait environ pratiquement 300 repas par jour. L'effet coronavirus a permis à cette jeune entreprise d'acquérir de nouveaux clients, de nouveaux restaurants partenaires, mais aussi de nouvelles compétences. Ça a changé quelque chose dans le sens où on a eu énormément de commandes, donc ça nous a permis de faire connaître la société Allo Resto, donc de développer même le paiement en ligne. C'est vrai qu'à l'époque, on procédait au paiement par carte bleue directement lors de la livraison. Et en raison de l'épidémie, c'est vrai que nos clients ont préféré régler directement par mail pour éviter tout contact avec le livreur, ce qui est normal. Donc on a pu évoluer dans ce sens-là, donc le mode de paiement en ligne,
On a pu évoluer dans le sens où on a pu embaucher des livreurs, donc répondre un petit peu plus à la demande aussi qu'on avait. Depuis le début du déconfinement, l'activité de l'entreprise a un peu ralenti. Mais pour l'instant, elle parvient à conserver une partie de ses nouveaux clients. Alors en réalité, cette entreprise reste une exception. En réalité, près de la moitié de l'économie calédonienne était à l'arrêt pendant ce mois de confinement. L'économie a fonctionné à 56% de ses capacités normales, selon l'étude Sérum sur les impacts économiques du Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. C'est cela qui a provoqué les 37 milliards de francs de pertes dont je parlais au début de l'émission. Samuel, qu'est-ce que ça veut dire pour notre économie, 37 milliards de francs en moins ? Alors, 37 milliards de francs en moins se base sur l'étude Sérum qui a été faite récemment et qui montre globalement la production de richesse et comment est-ce que le mois de confinement qui a fait arrêter tout le monde en Nouvelle-Calédonie, quel impact cela a eu. Alors, en moyenne, sur l'année, l'économie calédonienne produit 85 milliards de francs CFP de richesse. Et donc ça, c'est le mois. Et à partir de là, si vous avez une activité qui a 56% de sa capacité et non pas à 100%, on va avoir du coup une production de richesse et une production de valeur ajoutée qui va être plus faible. Et donc à 56%, ça correspond à environ 48 milliards de valeur ajoutée que l'on a produit durant le mois de confinement. Donc on est bien en dessous, évidemment, de ce qu'on fait habituellement. Donc 85 milliards de francs de valeur ajoutée par mois, ça fait donc environ 1028 milliards par an de valeur ajoutée. Mais comment on la fabrique, cette valeur ajoutée ? Alors, la production de la valeur ajoutée, disons la production de richesse, qu'on appelle la richesse en économie, c'est la valeur de nos biens, la production de nos biens. Donc, en fait, si on prend l'exemple d'un sandwich, par exemple, vous achetez, pour produire votre sandwich, vous avez des intrants, des matières premières, voilà, que vous allez devoir acquérir. Donc, le pain, le jambon, la salade ou le fromage. Et donc, si ces biens-là qui existent sur les marchés, ça vaut 300 francs, quand vous avez fait votre sandwich, vous le transformez et vous arrivez à produire du coup un bien qui a une valeur en plus et donc vous le vendez par exemple 500 francs. Et donc la différence entre les 500 francs et les 300 francs de vos consommations intermédiaires, donc de ce qui était les valeurs des biens au départ, ça vous fait la valeur ajoutée. Donc 200 francs de différence, donc 200 francs de création de richesse. Et donc ce principe-là, on l'applique à l'ensemble des activités en Nouvelle-Calédonie. Ça nous donne le total de la valeur ajoutée qui est la production de richesse dans l'ensemble du pays et son cumulé du coup fait la production intérieure brute, donc le produit intérieur brut, ce qui fait le PIB. Donc si je comprends bien, pendant le confinement, on a moins consommé, donc on a eu besoin de faire moins de sandwichs et c'est pour ça qu'il y a eu moins de valeur ajoutée. Effectivement, et ça s'est vu dans l'étude Sérum, notamment sur les échanges de billets et de pièces, l'activité fiduciaire, ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Il y a eu une chute des échanges et donc forcément moins de consommation. Et donc dans l'instant, on a moins de consommation, les gens ont moins besoin de produire. Bon, il y a des cas exceptionnels comme on a vu dans le reportage, mais sinon, en majorité, les gens ont eu beaucoup moins de besoin de produire. Et donc, on a moins de création de richesse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les périodes où on a eu beaucoup d'investissements sur les usines, notamment sur les grandes infrastructures publiques. Et donc, aujourd'hui, la croissance de l'économie calédonienne, c'est à 2/3 la consommation. Donc, c'est pour ça que les politiques publiques de relance à l'échelle mondiale et en Calédonie insistent beaucoup sur la relance de la consommation pour relancer l'économie. Donc quand on parle de consommation, on parle des magasins pour acheter des objets, mais aussi des services comme les coiffeurs ou les garagistes par exemple. Et eux ont vu leur activité réduite à 43% pendant le mois de confinement, alors qu'ils pèsent lourd dans notre économie, plus de 40%. Donc les conséquences de ce mois de confinement sont finalement très différentes selon les secteurs et surtout selon leur poids dans l'économie. C'est cela. Effectivement, par exemple, si on prend l'agriculture qui a bien résisté, puisque évidemment il faut consommer, il faut manger durant le mois de confinement. Donc l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, c'était 78% du coup de capacité de production pendant le mois de confinement. Or l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, c'est uniquement 4% du PIB. Donc c'est vrai que c'est sur le reste des activités qui pèsent beaucoup plus lourd que là, si la production est réduite, l'impact sera très fort sur le PIB.
PIB. Après, on a quand même quelques bonnes nouvelles. C'est sur l'administration et les services non marchands. Dès l'instant où ça pèse 24% du PIB, si vous avez une production qui reste à 91%, comme c'est le cas démontré par le sérum, effectivement, là, on a un effet d'amortisseur sur l'activité, sur la consommation. Et donc, ça, c'est un bienfait pour l'économie calédonienne. Si vous comparez avec d'autres îles du Pacifique, par exemple, où le tourisme peut peser jusqu'à 30 voire 40% du PIB, quand tout cela s'arrête, l'impact est beaucoup plus fort qu'en Calédonie. Alors justement, est-ce que notre économie a mieux résisté que l'économie polynésienne ou métropolitaine, par exemple? Nous avons posé la question à Olivier Fagnot, le directeur de l'ISEE. C'est l'un des instituts qui a réalisé cette étude sur les impacts économiques du Covid-19. Lorsqu'on combine les deux premiers facteurs, à savoir la structure de l'économie et l'activité des entreprises, en fait, l'impact d'un mois de confinement est assez proche. On est de l'ordre de 3% en métropole, 3% en Polynésie et 3,6% en Nouvelle-Calédonie. Donc on peut dire, en tout cas, qu'en Nouvelle-Calédonie, l'impact est plus important. Maintenant, des trois facteurs que je vous ai cités, finalement, le plus déterminant, c'est la durée de confinement. Ce qu'on remarque, c'est que la Nouvelle-Calédonie bénéficie d'une situation finalement très envieuse, qui est d'un mois de confinement seulement, lorsque la métropole va probablement faire près de 2 mois. Et du coup, l'impact qui a été calculé sur un mois de 3% du PIB, risque d'être au final de 6% du PIB, soit presque 2 fois plus que pour la Nouvelle-Calédonie. Alors pour remédier à ces pertes économiques provoquées par le mois de confinement, des mesures ont été mises en place, comme des mesures de chômage partiel renforcées, une aide de près de 180 000 francs pour les patentés et les très petites entreprises, mais aussi un accès facilité à des prêts spécifiques ou encore le report du paiement des cotisations sociales ou des factures. Ça, c'est donc ce qui a été mis en place en Nouvelle-Calédonie. Quels ont été les choix faits par les autres pays touchés par le ralentissement économique? Laïsa Roy va nous rejoindre. Tu es aussi enseignante-chercheur en sciences économiques sur le campus de Bako à l'université. Et pour répondre à notre question, tu nous embarques pour une revue de presse autour du monde. En effet, ce qu'on observe dans l'actualité récente, c'est qu'en fait les États ont multiplié les aides directes au bénéfice des citoyens. Par exemple, en Allemagne, c'est sans doute l'un des dispositifs les plus généreux et les plus directs. Une aide entre 5 000 et 9 000 euros a été distribuée en 24 à 48 heures aux entrepreneurs, aux artistes, aux petits agriculteurs. La procédure s'est faite par Internet, en fait, sans condition de ressources. Et donc assez facilement, une aide plutôt généreuse qui représente 5 000 euros, c'est environ 5 fois le salaire minimum en Allemagne. D'accord. Tu as un autre exemple de ce qui a pu se faire ailleurs dans le monde? Il y en a plusieurs, mais on peut citer par exemple l'exemple de... Il y a des chèques qui ont été distribués, c'est ça? Effectivement, ils sont tellement nombreux. Les chèques qui ont été distribués, les chèques alimentaires distribués aux États-Unis, alors avec des montants moindres qu'en Allemagne et différents selon les États. Et avec davantage de conditions que dans le cas de l'Allemagne. Mais on est encore dans la même idée de l'aide directe aux citoyens. Il y a d'autres systèmes que l'aide directe, du coup? Qu'est-ce que ça peut... Un système plus global est à l'étude en Espagne et devrait voir le jour d'ici peu. C'est ce vieux débat du revenu de base ou revenu universel, revenu inconditionnel. L'idée, c'est que l'État, en fait, prenne en charge... attribue aux citoyens un revenu qui leur permette de couvrir les besoins primaires, manger, se vêtir, se loger. Donc la même somme à tout le monde? La même somme à tout le monde. Après, il peut y avoir des débats sur le montant de ce revenu, sur les conditions. Donc en fonction du profil des citoyens, il pourrait y avoir un revenu de base plus ou moins élevé. Mais on est encore dans cette idée, finalement, de garantir aux citoyens les moyens de leur subsistance. C'est un débat qui est très ancien. L'idée était déjà soutenue par Napoléon à l'époque, Martin Luther King un peu plus tard. Donc ce débat revient sur le devant de la scène dans de nombreux pays de la planète. Il a même été évoqué dans le discours du pape le dimanche de Pâques. Mais alors comment on fait pour financer toutes ces mesures qui, à mon avis, il y a un coût quand même? Bien sûr. À court terme,
si les États veulent financer ce genre de mesures, il faut s'endetter. Et à long terme, il faut bien rembourser les dettes. Donc ça pose la question de la fiscalité. Et donc le débat sur le revenu de base remet aussi sur le devant de la scène le débat sur la fiscalité. Est-ce qu'on peut demander aux États d'intervenir massivement en cas de crise sanitaire et en cas de crise économique, tout en réclamant toujours moins d'impôts? A priori, ce n'est pas possible. Et donc, parmi les possibilités en matière fiscale, on peut évoquer la taxation des hauts revenus, la taxation des grandes richesses, la taxation des multinationales, la taxe carbone, qui est un sujet traité par les économistes depuis de nombreuses années. Et l'idée, c'est de redonner finalement à la fiscalité sa fonction redistributive. D'accord, merci Laïsa pour toutes ces explications. Alors, pour financer les mesures prises chez nous, en Calédonie, l'État nous a accordé un prêt de 28,8 milliards de francs. Pour l'instant, il s'agit bien d'un prêt, pas d'une aide directe. Est-ce que la Calédonie va se retrouver endettée pour rembourser ces 28 milliards ? Oui, effectivement, la Calédonie va s'endetter. Je voudrais préciser sur ce prêt-là que ces 28 milliards en question sont accompagnés de conditionnalités, c'est-à-dire que l'État va demander à la Calédonie de faire des efforts et avec des conditions sur soit les recettes d'un côté, soit les coûts de l'autre. C'est quelque chose qui se pratique à l'échelle internationale depuis de longues années. Quand le Fonds monétaire international prête de l'argent, elle demande à l'État en question de faire des efforts sur soit les recettes, soit les coûts. Après, la Calédonie est déjà endettée. Si on regarde sur une période plus longue, depuis 2000, on est passé d'environ 30 milliards de dettes à 100 milliards en 2016 pour les chiffres qui sont de l'AFD de l'ISEE. On voit ça a vraiment beaucoup augmenté. Ça a beaucoup augmenté. Il faut préciser que ce sont les dettes des collectivités publiques, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes et aussi les syndicats intercommunaux qui ont du coup cette dette à ce niveau-là. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Alors, il faut s'inquiéter quand on fait des ratios avec les budgets de ces collectivités-là ou alors quand vous avez les recettes en face. Donc c'est pour ça que parfois c'est inquiétant. Après, à l'échelle du PIB, de la production de richesse, en fait, on est passé en 2000 de 7% de dette du PIB à 2016 où on est à 10%. Donc on n'a pas tant augmenté que ça. C'est-à-dire notre dette augmente, mais notre richesse augmente en même temps. C'est ça. Donc, augmentant en même temps, finalement, le rapport, il n'a pas tant augmenté que cela. Après, les chiffres plus récents, qui sont des estimations de l'IOM pour l'année 2018, on serait à 169 milliards de dettes, ce qui ferait 13,3% en rapport avec le PIB. Alors, ces dettes-là, effectivement, ça peut être inquiétant, mais si on compare un peu à l'international, les États au niveau du monde sont très endettés, de nombreux États sont très endettés. Le cas de la France, par exemple, source INSEE, c'est 100% du PIB pour le dernier trimestre 2019, par exemple. On peut dire que la France, elle est 10 fois plus endettée que nous, c'est ça? C'est ça, la France produit entre 2300 et 2400 milliards de PIB, elle a une dette de 2300 à 2400 milliards. D'accord. Voilà. C'est le cas également pour l'Italie, plus de 134% de son PIB, pour le Portugal à 118%, pour les États-Unis. Les États qui sont un peu moins endettés, si vous avez des États comme l'Australie où vous êtes à 41% du PIB. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il faut s'endetter à tout va, etc. Mais pour la crise actuelle, c'est ce que les États vont faire de toute façon. Et je préciserai quand même une chose sur comment est-ce que les États, alors qu'ils ont des budgets comme nous, avec des ratios, des recettes, où il faut surveiller, mettre en face de l'endettement des recettes futures, de fiscalité, etc. Il y a une grosse différence avec des États comme la France, c'est que les États comme la France se financent sur les marchés et ont des dettes sur les marchés. C'est-à-dire que quand ils émettent des obligations, c'est-à-dire l'État dit si vous me prêtez 100 aujourd'hui, à échéance convenue, je vous rends 102. Voilà. Et donc c'est une dette. Et les marchés ont toujours confiance aux États parce que les États sont considérés comme ne pouvant pas faire défaut. Donc c'est pour ça que les marchés continuent de prêter aux États. Alors, il n'y a pas que l'État qui est intervenu pour financer les mesures de reprise. Il y a aussi les provinces, par exemple, mais aussi l'IOM, l'Institut d'émission d'Outre-mer. C'est la représentation de la Banque de France chez nous. L'IOM a apporté 50 milliards de francs pour le refinancement des banques de la zone Pacifique. Ça semble un peu obscur. Concrètement, ça veut dire quoi? Alors, je voudrais d'abord distinguer ce qui était du prêt de tout à l'heure, les 28 milliards, où là, ça va arriver directement aux entreprises ou aux salariés pour le chômage partiel, etc. Donc,
très directement, les gens vont pouvoir en bénéficier. Les 50 milliards annoncés par l'IOM, c'est une aide qui est indirecte parce que, en fait, ce sont des prêts que les banques pourront faire auprès de l'IOM pour pouvoir après reprêter l'argent en question. Pour faire simple, c'est quand vous prêtez de l'argent, quand vous êtes une banque, vous allez prêter en fonction de vos ressources. Donc si vous avez des ressources qui sont peu élevées, vous ne pouvez pas prêter à l'infini, évidemment. Donc les ratios prudentiels et non prudentiels font que vous aviez des taux à respecter. Et ce que fait l'IOM aujourd'hui dans cette période, et c'est ce qui fait également dans le monde, c'est qu'on dit aux banques, du coup, les ressources que vous avez, vous pouvez avoir plus de ressources. Donc à ce moment-là, vous pouvez prêter plus aux gens parce qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir des prêts pour pouvoir payer les loyers parce que l'activité s'arrête, mais il faut bien payer des loyers, il faut bien payer des salaires, etc., etc. Donc pour passer les mois difficiles, on a besoin de prêter plus. D'accord. Alors depuis le début de cette émission, on a compris l'impact immédiat du Covid-19 sur notre économie. On a décodé ensemble les mesures mises en place. Et maintenant, que va-t-il se passer pour notre économie? On entend souvent parler en ce moment du jour d'après ou du monde d'après, mais finalement, pourquoi est-ce que notre économie devrait changer après le Covid-19? Le Covid-19, c'est aussi pour nous la manifestation de l'impact de l'homme sur l'environnement. Donc c'est pour ça que le monde d'après devra avoir une économie qui sera plus verte, en tout cas plus soucieuse de l'environnement, pour bien comprendre la relation entre nos activités et le monde qui nous entoure. On va voir que la déforestation, par exemple, est en partie à l'origine du problème, et on va aller du coup direction la Malaisie. En gros, on coupe une partie de la forêt et on y installe à la place de grandes fermes à cochons. Sauf que dans cette région, on trouve une chauve-souris qui est porteuse d'un virus appelé Nipah. Cette chauve-souris, elle se nourrit de fruits. Et les cochons qu'on a amenés sur place se mettent eux aussi à manger des restes de fruits tombés par terre, mais dans lesquels on trouve encore de la salive ou des excréments de chauve-souris. Les porcs sont contaminés et ils infectent à leur tour les éleveurs. On dénombre rapidement plus d'une centaine de morts. Et il faut abattre en urgence 1 million de cochons pour stopper la propagation de la maladie. Le relais, c'est donc le cochon qui a permis au virus d'atteindre des humains. Mais tout ça, ça m'amène à parler d'autre chose. Le truc, c'est que ces cochons qui ont été contaminés par des chauves-souris, ils n'avaient rien à faire là. La Malaisie, c'est un pays à majorité musulmane où on mange très peu de porc. Non, ces cochons, ils étaient destinés à être exportés. Ce que je veux dire, c'est que dans cette histoire, ce n'est pas la chauve-souris le problème. Ce sont les choix humains de développement économique qui ont favorisé ces contaminations. Alors on le voit, la déforestation, c'est une partie du problème, mais une partie seulement. Oui, parce qu'il y a aussi la densité, le fait qu'on soit notamment dans des bidonvilles ou dans les villes très proches les uns des autres. Il y a l'accroissement de la population et puis il y a aussi l'augmentation du trafic international. Donc on échange beaucoup plus depuis après-guerre avec la globalisation, la mondialisation. Donc effectivement, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui d'avoir des pandémies parce que le virus pourra circuler plus facilement à l'échelle mondiale. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça voudrait dire qu'il faut arriver à avoir des circuits plus courts, par exemple. Est-ce qu'on pourra continuer à avoir des fruits et des légumes hors saison qui arrivent à l'autre bout du monde par avion ou par bateau, etc. Donc, il faut repenser la façon dont on consomme, la façon dont l'économie se développe. Donc, il faut consommer local. Il faut arriver à consommer local et aller tendre vers ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire où tout peut arriver de la production de biens jusqu'à un déchet qui devient une ressource, arriver à recirculer dans l'économie. Et donc, production locale, ça voudrait dire aussi qu'on arrive à être autosuffisant d'un point de vue alimentaire notamment. Et malheureusement, d'un point de vue alimentaire, quand on regarde les chiffres en Calédonie, on n'est que à 49% d'autosuffisance alimentaire. Et évidemment, ça veut dire que
50%, c'est-à-dire l'autre moitié de ce qu'on consomme en légumes, en viande, etc., provient de l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra probablement changer. Sachant que ces 49%, ils prennent en compte uniquement les fruits et légumes bruts et non pas tout ce qu'on peut consommer en conserve. Enfin, il y a une toute petite partie qui est transformée dans des industries chez nous. Oui, effectivement. Donc, on consomme aussi des produits transformés. Je voudrais aussi préciser que parfois, on fait de la transformation nous-mêmes, mais quand on fait la transformation on fait du riz local, c'est-à-dire qu'on importe du riz de la matière première, après on le transforme localement, on le met en sachet et on le vend sur le marché comme étant un produit calédonien, ce qui est très bien, sauf qu'aujourd'hui, si des pays commencent à stopper l'exportation, et c'est le cas pour le riz, la réflexion se fait en Asie pour le riz, pour le blé aujourd'hui, la Russie commence à penser à freiner ses exportations, et bien forcément on va arriver à un moment où il faudra qu'on trouve autre chose et qu'on produise localement avec ce que l'on a et ce qui pousse localement. Mais ce qui veut dire aussi, la première émission l'a bien démontré, la première émission de Décodant l'éco, c'est que si on produit localement, ça veut dire aussi qu'il faut accepter de payer plus cher parce qu'on ne peut pas arriver, notamment pour des crevettes par exemple, on ne peut pas arriver à avoir des bassins aussi grands que ceux de Madagascar, on ne peut pas arriver à avoir des salaires qui sont équivalents à ceux de Madagascar ou ceux d'ailleurs dans le monde. Donc forcément, la production locale coûtera plus cher que la production qui est faite ailleurs dans le monde et notamment dans les pays à bas coût. Alors, dans l'idéal, on voudrait tous consommer plus bio, plus local, mais tout le monde n'a pas les moyens de payer plus cher. Oui, et c'est vrai que tout le monde n'a pas les moyens de payer plus cher. Et par contre, il faut bien comprendre qu'en termes de politique de relance, ce qui est important aussi, c'est d'aider les plus pauvres. Et aider les plus pauvres, pourquoi? Parce que les plus pauvres sont ceux qui consomment le plus. Ce que vous voyez à l'écran, qui est ce qu'on appelle la propension à consommer, ça veut dire quoi? Grosso modo, si vous aviez 10 000 francs et que vous le donnez aux 20% les plus pauvres, ces 20% les plus pauvres, ils vont consommer quasiment la totalité, à 9 970, ils vont le consommer. Ils vont épargner que 30 francs. Ils vont tout réinjecter dans l'économie. Tout réinjecter dans l'économie. Et ça, c'est hyper important. Par contre, si vous donnez ces mêmes 10 000 francs aux 20% les plus riches, ils n'en consomment que 7 000. Les 3 000 francs qui restent, ils l'épargnent. Et donc, chaque fois que vous épargnez, vous bloquez entre guillemets la machine. C'est comme ça que Keynes, en tout cas, qui est un économiste et qui est à l'origine de toutes ces politiques de relance que l'on connaît depuis les années 30. Et donc, forcément, si on veut que la machine reparte, il faut plus de consommation et ça veut dire qu'il faut aussi plus de solidarité pour aider les plus pauvres et réfléchir, on a parlé de fiscalité tout à l'heure, dans quelle mesure est-ce qu'on peut mieux redistribuer les revenus et donc avoir plus de solidarité dans nos pays. Donc il faut consommer plus vert, être plus solidaire, c'est ça? On peut résumer ça comme ça? Oui, consommer plus vert, plus solidaire, c'est vrai que c'est quelque chose qui a aujourd'hui beaucoup dans le monde pensent à transformer, à changer notre façon de vivre, notre économie dans ce sens-là. Ça fait penser à ce qu'on a appelé, c'est Bertram qui l'a bien décrit dans les années 80. Un économiste aussi, j'imagine. Néo-zélandais, et qui parle de Pacific Way of Life, c'est-à-dire la capacité dans le Pacifique à avoir aussi bien participé à l'économie de marché et au capitalisme qu'il existe aujourd'hui, mais aussi des productions qui sont plus locales et du coup avec la préservation des modes de culture et aussi parfois de certaines traditions. Et c'est quelque chose qui est en réflexion. En Calédonie, on parle parfois de voie océanienne, en tout cas de troisième voie. C'est quelque chose à laquelle il faudra qu'on s'y attelle parce que forcément aujourd'hui il va falloir que nous changeons nos comportements et nos modes de production. Merci Samuel pour toutes ces explications. Cette émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez prochainement retrouver les études que nous avons citées et les articles sur caledonia.nc, notre site internet. Bonne soirée sur Calédonia.